Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Matin, après le fait mise au point sous partenariat Guyane la Première et puis Télévision Nationale d'Haïti avec bien entendu le responsable Guyane la Première là qui est en Haïti et pour te rencontrer directeur général Radio Nationale, Télévision Nationale d'Haïti, Gamma Jules Augustin. Regardez bien entendu et ceux qui sont partenariat ça accès, regardez qui ça capable de porter en termes de débouchés pour Média l'État et pour Guyane la Première. Et ouais, et très certainement Perspectivio avec responsable là, directeur régional Guyane la Première, monsieur Jean-Claude Otinoyer, qui pourra très certainement répondre aux questions Télévision Nationale d'Haïti 21. Monsieur Otinoyer, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, bonjour et bonjour d'abord aux auditrices et auditeurs de la RTNH et bonjour à tous les concitoyennes et concitoyens haïtiens. Ça vous dit quoi d'être en Haïti? Je suis extrêmement heureux. J'ai une relation très particulière avec Haïti parce que, de par la musique, de par plein d'autres choses, de la proximité que peut avoir Haïti avec une ville comme Salvador da Bahia, parce que j'ai beaucoup entendu parler d'Haïti au Brésil. Et puis, je crois qu'il y a pour nous une nécessité d'avoir comme partenaire un média haïtien, donc en l'occurrence le média national, parce que sur mon territoire, en Guyane, il y a beaucoup de gens d'origine haïtienne qui y vivent. Je crois que la communauté haïtienne, alors je ne vais pas m'avancer et être sûr de mon chiffre, mais je crois sans me tromper beaucoup, que à peu près 60 000 Haïtiens vivent sur le territoire guyanais. Alors, je ne représente pas que moi-même. Je représente également mes deux consoeurs de Martinique et de Guadeloupe, Martinique la première et Guadeloupe la première, territoire français d'outre-mer, sur lesquels vivent pas mal aussi de personnes issues de la communauté haïtienne. Cette communauté a une certaine influence là où vous êtes? Elle a une influence économique. Alors c'est vrai que cette immigration haïtienne, dans mes souvenirs de jeunesse, remonte aux alentours des années 70. C'est vrai également, en toute vérité, que les premiers arrivants, c'est toujours compliqué, ne sont pas arrivés en Guyane dans des conditions faciles, mais actuellement, la communauté haïtienne a quelques belles réussites. Je crois qu'une des plus grandes fortunes de Guyane, c'est un originaire d'Haïti. Ah bon? Ah oui. Après, chez moi, au sein de Guyane la Première, il y a pas mal de fils de Haïtiennes et de Haïtiens qui travaillent en tant que journalistes et en tant qu'animateurs radio et télé. Mais il y a des Haïtiens au niveau de la Guyane la Première? Oui, alors, il y a des Haïtiens au niveau comment dirais-je, de Guyane la Première, qui n'ont, quand bien même ils n'ont pas la nationalité française, ont l'autorisation à travers un permis de séjour de pouvoir travailler. Alors, il convient, après un certain nombre d'années, ils ont tout loisir de pouvoir demander la nationalité française. On n'a pas de nationalité guyanaise puisque nous sommes un territoire français d'outre-mer. Après, moi je dis aux collègues, aux jeunes originaires d'Haïti, au-delà du fait, vous savez qu'en Guyane, il y a le droit du sol, que vous soyez de parents haïtiens et ou brésiliens, puisque la Guyane est un pays de forte immigration. Outre la communauté haïtienne, il y a une communauté brésilienne, une communauté qui vient du Suriname, une communauté qui vient du Guyana, et très souvent des originaires aussi des pays de l'Amérique du Sud, comme le Chili. Alors c'est beaucoup moins que les autres communautés, mais nous sommes un pays, une sorte de mosaïque. Alors, la démarche que j'ai en venant, comment dirais-je, en voulant jeter les bases de ce partenariat, c'est que j'essaie de positionner Guyane la Première dans une dimension d'utilité sociale. Ça fait longtemps que vous dirigez cette station? Alors ça fait 2 ans que je dirige cette station. Je suis originaire de ce territoire, mais pour des raisons professionnelles, je suis parti conforter mon expérience en Nouvelle-Calédonie, donc dans le Pacifique, ensuite Tahiti, ensuite la métropole, et j'ai fait le tour des stations d'outre-mer. Les premières sont installées sur les 9 territoires français d'outre-mer. Vous étiez RFO bien avant de passer à Guyane la Première? On était RFO, et c'est lors de la mandature du président Sarkozy qu'il a pris la décision de fonder une entreprise unique, c'est-à-dire que l'ensemble des entreprises de médias publics, il a souhaité qu'elles se réunissent sous un seul, qu'elles se mettent ensemble, histoire de mutualiser les moyens, histoire d'être un peu plus performants. Donc, nous sommes rattachés à une entreprise unique, on ne s'appelle plus RFO, nous n'avons plus la même autonomie, nous appartenons au groupe France Télévisions. Alors France Télévisions, c'est France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, un peu de France 24, parce que France 24 dépend du ministère des Affaires étrangères, parce qu'en métropole,
il y a l'audiovisuel public rattaché qui dépend de ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais parallèlement à ça, des chaînes comme France 24, TV5 Monde. Alors oui, France Télévisions est présent au conseil d'administration de TV5, mais TV5 comme France 24 relève de l'autorité du ministre des Affaires étrangères. Vous êtes une entreprise publique, si je ne peux pas comprendre. Nous sommes une entreprise publique financée par des dotations de l'État. Nous avons sur le territoire français et dans les départements d'outre-mer, l'État perçoit ce qu'on appelle une redevance audiovisuelle et France Télévisions reçoit le plus gros budget de la culture. Ah c'est une dotation de 3,8 milliards d'euros chaque année. C'est quand même énorme, c'est beaucoup d'argent. 3 milliards 3,8 milliards, presque 4 milliards. Avec, pour le groupe France TV. Pour le groupe France TV. Donc, y compris les Guyane Première et les autres, c'est pour l'ensemble du groupe. Nous bénéficions aussi de cette manne publique. Alors, c'est le ministère, c'est le gouvernement qui nomme le directeur régional. Non, le gouvernement ne nomme pas. Il y a une entité qu'on appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec des membres indépendants. CNSA. C'est le CSA. Donc je crois, sans pouvoir me tromper, mais je ne vais pas l'affirmer, qu'il y a des membres nommés par le président du Sénat, des membres nommés par le président de l'Assemblée nationale, je crois aussi des membres nommés par le président de la République. Mais vous savez qu'en France, le Sénat a une majorité qui n'est pas proche du président Macron en poste actuellement. Alors maintenant, c'est le CSA qui supervise le travail des directeurs. Alors, ils supervisent. S'il y a des plaintes, ils interviennent. Ils peuvent infliger des amendes aux télévisions, qu'elles soient privées ou publiques, faire des recommandations et des rappels à l'ordre très forts. Ils interviennent. Alors, les nominations des patrons de l'audiovisuel public se fait comment? Tout individu, moi-même aussi, je pourrais être candidat. Rien ne m'empêcherait d'être candidat. Vous présentez un projet que vous défendez devant, comment dirais-je, les élus de ce fameux Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais enfin, ne soyons pas naïfs. Certainement, tous les gens qui se présentent ont quand même quelques soutiens. Voilà, ce n'est pas un monde non plus audiovisuel de bisounours. Le président de la République n'intervient pas directement? Normalement, non. Je pense que... Vous dites normalement? Je pense qu'il vaut mieux peut-être être... Mais je crois que non, le président de la République n'intervient... Alors, ça se faisait avant. Alors, pas vous raconter d'histoire. Pendant pas mal de temps, les nominations étaient fortement influencées par le pouvoir politique. Mais maintenant, je pense qu'il y a un vrai désir de laisser faire. Et certains pensent que peut-être... est-ce que... Vous savez que nous sommes dans un cheminement de réforme de l'audiovisuel public, puisque l'État... Vous avez vu la crise des Gilets jaunes. L'État a de moins en moins de moyens. L'argent public est de plus en plus rare. Donc l'État veut redéfinir les missions de l'audiovisuel public. Je vous ai dit en introduction que France Télévisions recevait la plus grosse dotation de la culture. C'est quand même 3,8 milliards chaque année. Donc c'est beaucoup d'argent. Donc l'État demande qu'on se repositionne avec une baisse des effectifs de 2000 personnes qui vont être accompagnées avec un plan, ce qu'on appelle une RCC ou un accord cadre. Ça s'appelle une rupture conventionnelle collective. Donc départ de 2000 collaborateurs avec dans le même temps embauche de 1000 personnes, mais en priorité des jeunes, parce que l'État demande que France Télévisions se positionne de plus en plus vers le numérique, parce que vous savez très bien, dans tous les pays du monde, qu'il y a une forte concurrence des GAFA, forte concurrence de Netflix, et que toutes ces entités privées ont des moyens considérables sur le plan financier. Ils produisent des séries, ils produisent des films, ils produisent même des films qui ne passent que sur le réseau privé. Donc, il y a nécessité pour le groupe France Télévisions de se réformer. Départ négocié. Alors, départ négocié RCC. Alors, en gros, ce qui est prévu, on demande aux collaborateurs qui sont désirés de partir d'avoir l'ensemble de leurs annuités. Vous savez que, selon votre année de décence en France, il y a un système de retraite qui... il y a une retraite, vous travaillez tous les mois, l'État prélève, votre employeur prélève une certaine somme d'argent, qui est une sorte d'épargne, qui est censée, à partir d'un certain âge, l'État vous alloue une pension. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc la RCC, donc le départ négocié, ce qui est prévu, c'est en gros 160 000 euros défiscalisés. Alors ce qu'on appelle défiscalisé, c'est que l'État donnera ces 160 000 euros aux collaborateurs qui émet le désir de partir sans prélever sa part. Parce qu'en général, vous savez que depuis le mois de janvier 2019,
nous sommes passés au prélèvement à la source. Chaque collaborateur de France Télévisions paie l'impôt lorsqu'il reçoit son salaire. C'est-à-dire que le salaire est versé avec l'impôt déjà retenu à la source. Une idée du salaire minimum? En moyenne, à France Télévisions, c'est énorme. Je pense qu'en moyenne, en Outre-mer, la moyenne de salaire doit être en gros de 4 000 euros. C'est quand même beaucoup d'argent. 4 000 euros? Oui, c'est beaucoup d'argent. Faut pas. Alors on se plaint tous. Nous sommes des êtres humains. Personne ne refuserait. On a trop mangé, on a trop bu. C'est le salaire de journaliste ou de En gros, c'est la moyenne. Il y a de très hauts salaires à France Télévisions. Il y a des très hauts salaires. Moi, par exemple, je suis un salarié hors grille. Ça veut dire quoi? Alors, je ne vais pas vous demander de partager avec non, mais moi. je vais vous dire, mais je suis quelqu'un de transparent. Moi, je travaille beaucoup, j'ai pas honte. Et moi, je crois que la transparence, ça aide. Ça ne sert à rien de mentir. Quand on est transparent, ça rend plus fort. Moi, je suis une grande gueule, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire, donc je préfère dire les choses. Donc, je vous disais qu'il y a des classifications. Vous avez tel niveau, vous progressez. Par exemple, si vous êtes journaliste, vous seriez chez moi. Vous démarriez comme journaliste de base. Après un certain nombre d'années, je suis satisfait de votre travail. Je peux vous passer comme journaliste spécialisé. Après, on peut évoluer. On peut devenir grand reporter de palier 1, grand reporter de palier 2. Après, rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef. Parce que maintenant, on a une réforme. Les patrons de l'info, on a ce qu'on appelle des rédactions communes, des rédactions uniques. Le patron de l'information est patron de toutes les rédactions, qu'elles soient télé, qu'elles soient radio, qu'elles soient numériques. Donc voilà, donc, on a des classifications qui correspondent bien entendu à un niveau de rémunération. Dans l'encadrement supérieur, le niveau le plus élevé, c'est de positionner en 12, 12, et au-delà, on passe hors grille. Donc moi, je fais partie en tant que directeur régional de ce qu'on appelle le top management de France Télévisions. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de grandes décisions qui sont prises, je suis convié à me rendre à Paris pour travailler avec la présidente. Quand il y a de grandes décisions? Oui. Mais on est dans une période de réforme et de transformation. On va passer des moments difficiles, France Télévisions. Parce que, je vous ai rappelé tout à l'heure la crise des Gilets jaunes, l'État cherche à économiser. Et puis, le monde a changé. L'Europe, c'est compliqué. Vous avez vu le résultat des dernières élections européennes, où il y a quand même une forte montée des nationalistes, qu'en Europe, on accepte de moins en moins les immigrés, il faut le dire, et qu'en fait, les notions de droite et gauche sont en train de disparaître en Europe, et qu'on a en fait deux grandes tendances, ce qu'on appelle la tendance des mondialistes et la tendance des souverainistes, ceux qui veulent sortir de l'Europe, qui veulent remettre en cause, comment dirais-je, l'euro, etc., etc. Maintenant, et pour le recrutement, comment ça se passe généralement? Alors le recrutement se passe comment? Par exemple, si vous êtes journaliste de profession. Normalement, si nous étions sur le territoire métropolitain, vous connaissez très bien cette école, puisque vous êtes vous-même diplômé du CFPJ. Il y a 14 écoles reconnues, je crois 8 écoles privées, 6 écoles publiques. Une fois que vous êtes diplômé de ces écoles-là, ça vous donne le droit d'être recruté par France Télévisions à condition qu'il y ait des postes disponibles. En Outre-mer, ça se passe de manière différente. Vous savez, la complexité de l'Outre-mer, c'est comme votre territoire, comme Haïti. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le temps les structures sur place pour former, même si ce n'est pas tout le temps évident, parce que pour avoir des structures importantes, il faut aussi les candidats. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on peut, on peut recruter des gens qui ont des formations sur le tas, qui n'ont pas de diplôme particulier, mais qui, une fois qu'ils ont eu l'agrément de la carte de presse, vous savez, il y a une commission en France, une commission nationale de la carte de presse, on peut recruter quelqu'un qui n'a pas fait une école de journalisme, mais qui peut prouver à travers des reportages, parce qu'on commence très souvent par travailler avec des piges, on est pigiste, on fait des petits reportages, on accompagne, on grandit dans le métier, on possède, et sur la base de ça, si vous avez une collaboration fréquente, je peux vous embaucher. Je prends pour exemple, je suis en train d'embaucher ce qu'on appelle un JRI, un journaliste reporter d'image. Il n'a pas fait une école de journalisme, il est diplômé comme vous de sciences humaines, mais c'est quelqu'un qui a une vraie pratique et qui peut prouver qu'il a quand même pas mal de jours de collaboration avec nous. Ceci lui permet d'être recruté chez nous, bien qu'il n'ait pas, comment dirais-je, fait une école de journalisme reconnue comme je vous ai parlé. Parfait. Comme responsable, vous avez un regard sur la manière dont la rédaction traite les infos? Alors, je regarde, mais j'interviens peu. Par principe et par philosophie. Je reste vigilant. Le danger pour les petites, chez nous, alors, sur nos territoires, le danger, c'est l'hyper-proximité. Je veux que les journalistes soient respectueux de la déontologie. Après, mon boulot en tant que directeur, c'est de, comment dirais-je, les protéger, parce que c'est jamais simple, les pressions extérieures, etc., etc. J'ai un lien aussi, alors,
sans intervenir quotidiennement, j'ai quand même un lien avec le rédacteur en chef. C'est moi qui l'ai choisi. Je suppose que lorsqu'on choisit quelqu'un pour un poste aussi important, il faut avant tout une vraie relation de confiance. Alors, mon rédacteur en chef actuel, je le connaissais avant de l'avoir recruté, parce qu'avant d'être nommé en Guyane, j'ai été directeur de la station de La Réunion, de Réunion la Première, qui est la plus grosse station de tout le réseau d'outre-mer. Parce que La Réunion, c'est le territoire d'outre-mer français le plus peuplé. Vous avez un mandat comme directeur régional? J'ai un mandat qui peut être... je peux être révoqué n'importe quand. Si demain, mon patron n'était pas content de moi, il peut me relever de mes fonctions. Il ne peut pas me licencier. L'entreprise pourrait me licencier pour faute grave, mais je peux être reclassé dans une autre fonction. Vous dites votre patron? Alors j'ai un patron de l'outre-mer qui est originaire de Nouvelle-Calédonie, qu'on appelle M. Wallace Cotra, qui est un homme passionné et avec qui je m'entends très bien, qui est quelqu'un de très ouvert, qui a monté un festival qu'on appelle le Festival international dans le Pacifique, le FIFO, ça s'appelle, le Festival du film océanien, et qui m'a demandé de reconstruire la même chose dans le bassin atlantique. Donc nous avons un projet que nous portons, Guyane la Première, Martinique la Première, Guadeloupe la Première, d'organiser un festival du 14 au 18 octobre prochain, à l'occasion duquel, de ce festival, nous allons inviter des télépartenaires. Donc c'est un peu aussi une des raisons de ma visite ici. Alors, ce patron-là, il a été nommé par le Conseil national de l'audiovisuel? Il a été nommé par Madame Ernotte, par la présidente de France Télévisions. Présidente de France Télévisions, elle-même nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Parfait, parfait. Et bon, là maintenant, vous êtes en Haïti dans le cadre du renforcement du partenariat avec la télévision nationale d'Haïti. Partenariat axé sur quoi, monsieur Jean-Claude Sidoni? D'abord, j'ai une réflexion éditoriale, de positionnement éditorial de Guyane la Première. Je me dois, en tant que patron de Guyane la Première, de parler à l'ensemble des gens qui vivent sur le territoire guyanais. Il est important, dans notre positionnement d'utilité sociale, d'associer, de savoir comment, sur mes antennes, je sais parler aux gens de la communauté haïtienne. Donc, pour pouvoir parler et atteindre cette population-là, il me faut avoir une relation avec une télépartenaire. Donc, une télépartenaire d'Haïti, et ce partenaire, c'est vous. Alors, ça répond aussi à un projet de demande de fonds européens. Pour demander des fonds à l'Europe, dans le cadre d'une opération média, il faut des partenaires. Donc, nous avons comme partenaire une télé au Brésil. Alors, pas tout le Brésil, c'est une télé de la MAPA, c'est une zone limitrophe frontière de la Guyane. Une télé du Suriname, puisque nous avons une frontière avec le Suriname. Une télé au Guyana, parce qu'il y a une communauté guyanienne importante en Guyane. Et j'ai pris la décision, bien que ce soit dans la zone Caraïbe, les 3 pays dont je vous ai parlé font partie du plateau des Guyanes, donc de l'Amazone, de chercher un partenariat avec la télé haïtienne du fait de notre positionnement d'utilité sociale et du désir que j'ai de pouvoir pénétrer et parler à cette communauté présente sur notre territoire. En plus, c'est un partenaire naturel, Haïti. Nous parlons français, je suis assis avec vous, j'échange avec vous, ça serait peut-être plus compliqué pour moi d'être interviewé par la télévision surinamaise, parce que là-bas, ils parlent hollandais, ça va parler. Alors peut-être au Brésil, oui, parce que j'ai appris à parler le portugais, mais notre partenaire naturel, c'est Haïti. Et aussi, pas simplement pour la langue, pas simplement pour l'importance de la communauté, par la dimension culturelle que représente ce pays. Et moi, je sais que la situation n'est pas simple en Haïti. Je crois que ça, c'est ma réflexion personnelle. Je pense qu'un des axes à développer, c'est la valorisation de la culture haïtienne. Ce matin, dans le cadre de ce festival, nous voulons absolument projeter des films haïtiens. Je suis surpris, agréablement surpris, et je ne le savais pas, je vous l'avoue, qu'il y avait une production cinématographique en Haïti aussi importante. Ce festival du mois d'octobre, et je reviendrai tout à l'heure sur les détails du partenariat des fonds européens, c'est une manière aussi de créer un marché. C'est-à-dire que des télévisions du monde entier viendront en Guyane lors de ce festival. Des producteurs haïtiens, s'ils sont invités, si on projette leurs films dans le cadre de ce festival, pourront demain vendre leurs films à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y aura comme retombées, M. Jean-Claude? Il peut y avoir des retombées économiques, alors pas directement pour la RTNH, dans le cadre de ce festival-là, mais certainement pour l'ensemble des producteurs haïtiens qui,
j'ai cru comprendre que pas mal de producteurs étaient installés ici. C'est un marché mondial qui peut s'offrir à eux. Alors j'ai vu un film haïtien tourné ce matin à Paris. J'étais agréablement surpris parce qu'il était sous-titré, le film. Donc sous-titré, c'est un film de mec qui peut voyager. Alors pour revenir sur le partenariat, je vous ai parlé de demande de fonds européens. Avant de demander des fonds européens, il faut que j'ai des télés partenaires. Donc, une fois que j'aurai obtenu ces subsides de l'Europe, je peux déclencher l'obtention de crédits européens également pour la RTNH. Donc tout est possible, tout est ouvert. Donc nous avons un projet d'immersion linguistique. Donc certainement, si les choses se font, alors le dossier sera déposé, s'il est accepté, c'est d'échanger les hommes. C'est-à-dire recevoir de temps en temps que les RTNH reçoivent des équipes de Guyane et que moi, de mon côté, je puisse recevoir des équipes de journalistes de Haïti en Guyane. C'est également un échange de bonnes pratiques. Je pense qu'on a pas mal de moyens au sein de France Télévisions. Si je peux aider, je pense que si on peut accompagner tant dans l'information, il faut le faire. Je vais vous prendre un exemple très précis. Allez-y. Le directeur général Gamal a le souci de sauvegarder les archives d'Haïti. Il était à la recherche de magnétoscopes qui est très rare, qu'on ne trouve plus, parce qu'il y a des formats de... Vous savez, la technologie évolue. On avait le humatique, on est passé après au bêta, on est passé après à autre chose, maintenant à la dématérialisation. Donc j'ai pu trouver, j'ai pris ça très au sérieux, parce que je me suis dit, si votre télé a le désir d'archiver, c'est important, parce qu'il faut pouvoir redonner demain aux Haïtiens leur mémoire. Donc, coup de chance, j'ai pu trouver un magnéto en France, je l'ai rapatrié en Guyane, un humatique, et sans ouvrir le carton, je l'ai renvoyé en Haïti. Il est arrivé un jour avant moi, je suis arrivé ici jeudi, il est arrivé mercredi ou mardi, vous l'avez déjà branché, j'ai vu que les recopies ont déjà commencé. Moi, je suis heureux. Et si demain, vous pouvez, moi j'ai un projet, alors c'est un peu plus difficile en France parce que c'est un État où l'État contrôle pas mal de choses. On est sous la tutelle de l'INA. L'INA possède ces images, ne veut pas les céder, mais j'ai l'intention et le ferme espoir de créer une télé à travers laquelle je pourrais restituer les archives à l'ensemble de mes concitoyens. Donc je pense que demain, ça peut être possible pour vous, et peut-être que vous aurez, vous, les mains beaucoup plus libres que moi. En fait, c'est la question d'échange de programmes, de formation et de partage de connaissances. Et partage de connaissances, je pense que c'est fondamental. Et puis, à la marge des choses, comme on a parlé tout à l'heure, d'équipement, des choses, vous aider aussi. Là, on a appelé avec Gamal, je sais que votre télé recherche des bêtas, des magnétophones, encore toujours pour cette démarche d'archives, de sauvegarder le patrimoine haïtien. Eh bien, j'ai pu en trouver. En arrivant ici, j'ai téléphoné à Paris. Je sais qu'il y en a de disponibles. Donc, dès mon retour, je m'occuperai de faire expédier de Paris vers la Guyane des magnétoscopes bêta que je renverrai en Haïti. Alors, je le fais. Et puis, il y a aussi, comment dirais-je, de ma part, un engagement citoyen. J'ai envie de le faire parce que j'ai quand même des liens très particuliers avec la communauté haïtienne. Et puis, c'est une volonté qui est personnelle. J'attends au corps autour de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est un engagement citoyen. À votre avis, ce partenariat sera profitable pour les deux médias? Il sera profitable. De toute façon, les partenariats qui marchent, ce ne sont que des partenariats gagnant-gagnant. Nous avons l'intention de retransmettre le festival de Compa du 3 août. Festival 40 ans de TNH. Les 40 ans de TNH. Ben, j'ai dit à Gamal de me laisser quelques jours de réflexion. Je compte bien, en contrepartie, initier des actions très fortes vis-à-vis de la TNH. C'est ça. Un bon partenariat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. En quoi le paysage médiatique en Guyane peut-il être, M. Jean-Claude Tinoyer, un avantage par rapport au contexte de production des chaînes de la métropole? Alors, on a dans cette réforme, vous savez que le président Macron a pris la décision de fermer François. Donc, François était la chaîne des ultramarins en France. François qui a une vie difficile, qui d'abord avait eu un fonctionnement, un positionnement axé sur la diversité, très très mal accepté par les gens d'outre-mer qui disaient « Nous ne sommes pas la diversité, nous sommes l'outre-mer. Nous ne sommes pas la diversité parce que nous sommes des citoyens français. Donc nous voulons, nous, une vraie présence sur le territoire. » Alors, ça a été un peu mal vécu parce que nous avons un peu, nous les ultramarins français comme moi,
nous sommes un peu, nous avons des petits côtés enfants gâtés, il faut le dire. Donc un peu, on peut se comprendre, un réflexe de village gaulois. Le président Macron dit, pas d'exception, si nous avons, les gens d'outre-mer sont des citoyens à part entière, il faut qu'ils soient présents sur les chaînes nationales. Et c'est vrai, vous ne voyez pas beaucoup de présentateurs, de gens de couleur sur les chaînes nationales, aussi bien France 2 que France 3. Donc il y a une vraie réforme. Et ce que le président Macron demande, c'est que l'outre-mer, après la disparition de, comment dirais-je, de François, soit beaucoup plus présent sur les chaînes nationales et dans le paysage audiovisuel français. Et raison pour laquelle nous organisons, c'est une des raisons pour lesquelles nous organisons ce fameux festival qu'on appellera le FIFAC au mois d'octobre. C'est le Festival international du film Amazon Caraïbes. Amazon pour les pays dont vous avez parlé, Brésil, Suriname, Guyana, et Caraïbes associés. La Caraïbe sera au départ représentée que par Haïti. Quelle est l'approche en matière de production? Vous vous tournez vers les entreprises ou vous avez les infrastructures Alors, pour produire? on a des infrastructures pour produire, mais les productions en interne chez nous coûtent très cher. Parce qu'on a un modèle, vous savez que l'État français est extrêmement protecteur et qu'il y a des règles. Il y a eu les 35 heures sous le gouvernement socialiste. Donc vous ne pouvez pas faire quelqu'un travailler plus de 35 heures. Les journalistes travaillent un certain nombre de jours. Ils ont droit d'exonération fiscale. Vous savez que les journalistes ont un abattement fiscal. Un journaliste chez nous travaille à peu près, en gros, 190 jours par an. Le reste du temps, c'est des congés d'hiver, c'est des RTT. Mais c'est un modèle social qui ne peut plus durer. C'est très sympa, ça. Oui, mais ça ne peut plus. Il faut être réaliste. C'est bien pour les gens qui en bénéficiaient. Mais il y a des moments où il faut être réaliste. Le monde change. Le monde change autour de nous. Moi, je me rends souvent en Asie parce que j'ai un fils qui vit à Hong Kong. Vous rendre en Asie, vous êtes saisi. Vous comprenez que le monde a changé. L'Europe est une puissance vieillissante. Il y a des puissances émergentes. Il y a la Chine, il y a la Corée, il y a le Vietnam. Il y a plein de pays dans l'Asie. Puis il y a plein de pays dans le monde qui grandissent, qui eux aussi veulent avoir leur part du gâteau. Donc il faut que dans ce monde, on partage. Et dans le même temps, vous voyez bien que les réactions sont de plus en plus... Les gens sont de plus en plus crispés en Europe. Ils n'acceptent plus beaucoup d'immigrés. Après la guerre, toutes ces histoires qu'il y a eu au Moyen-Orient, avec des millions de migrants qui sont arrivés en Allemagne, ça a quand même fragilisé les autorités. Et puis le malheur, le drame de tous ces gens qui, poussés par la faim et la misère, essaient de traverser la Méditerranée. Enfin, quand même, vous êtes journaliste, vous voyez, tout le monde voit l'ouverture nationale, c'est quand même une situation qui est quand même terrible. Comment vous avez traité le dossier des Gilets jaunes? Alors nous l'avons traité, le traité des Gilets jaunes. Vous savez que les Gilets jaunes ont voulu un moment s'en prendre à tous les médias, hein, aussi bien publics que privés, puisqu'ils ont défilé un samedi devant France Télévisions, devant BFM, devant CNews, On a traité la crise des Gilets jaunes, beaucoup par France 3, parce que France 3 est la chaîne des régions, mais j'ai fait remarquer aux gens de Paris que ce phénomène Gilets jaunes vient de l'outre-mer. C'est surtout aux Antilles-Guyane qu'on avait pris l'habitude de bloquer les territoires. Ça, c'est une mode ultramarine qui a atteint la métropole. Donc, c'est en train de se tasser, on l'a traité comme on devait le traiter. Il n'y a pas eu un traitement particulier, non? Non, mais comme l'actu. Alors, ça fait un peu le bonheur des chaînes Tout Info, comme BFM, comme LCI. Vous savez bien comment fonctionnent les chaînes Tout Info. Il faut suivre l'actu, il faut suivre l'actu. Ce n'est pas un journalisme d'analyse. Vous le savez très bien. Parfait. C'est très particulier. Quand on sait que la télévision est un média onéreux, y a-t-il une possibilité d'être concurrentiel par rapport aux médias des pays occidentaux? Alors, c'est onéreux, mais je pense que la dématérialisation, mais on arrive à faire. Moi, j'ai vu un reportage suite au Festival de Cannes que Claude Lelouch envisageait de faire un film avec des iPhones. Le broadcast, ça ne veut plus rien dire. Les moyens de tournage sont devenus de plus en plus accessibles à l'ensemble des gens. Vous avez vu toutes ces chaînes YouTube qu'il peut avoir. Je crois que... Et puis aussi la télévision. Nous avons la chance. Là, j'aurai certainement demain ou après-demain des résultats d'audience. Je le vois très bien que la télévision... Alors, il y a un phénomène très fort. Sur ma plateforme numérique, la moyenne d'âge est de 25 ans. La Guyane est un pays jeune. Plus de 50% de la population a moins de 25 ans. Mais quand je regarde ma structure d'audience en télévision, ma structure d'audience, c'est surtout les vieux. Donc, après, les portes d'entrée. J'ai reçu ce matin des audiences
sur la consommation numérique. J'ai de très bons résultats sur Facebook. Pour un pays comme la Guyane, qui a à peu près en gros 300 000 habitants recensés, nous avons plus de 150 000 fans Facebook. On a de très bonnes audiences. Nous avons des productions très spécifiques sur le numérique. Alors, la télé ne va pas mourir demain, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il faut absolument jouer des synergies entre les trois médias, la télé, la radio et le numérique. Parce que comment dirais-je, nous nous adressons à des publics différents. Alors, il y a aussi la donnée économique. Au-delà du fait que l'État donne de l'argent, nous devons, nous, être performants. Moi, en tant que directeur régional, je suis d'abord jugé sur ma performance économique. Il ne faut pas que je donne qu'en fin d'année, que je remette un budget en déficit. Performance économique, vous faites de la publicité, non? Alors, non, la publicité est encore autorisée sur la télé, pas sur la radio. Pourquoi? Et je trouve ça normal. Beaucoup de gens se sont plaints. La redevance audiovisuelle ne bénéficie qu'à l'audiovisuel public. Il faut laisser un peu de gâteau aux autres quand même. Comment vivraient les radios privées si nous avions aussi de la publicité sur nos radios publiques? Ça veut dire que nous cumulerions tous les avantages. Donc partager. Je crois que la concurrence est saine. Vous m'avez parlé tout à l'heure de concurrence. En Guyane, malheureusement pour moi, je n'ai plus de concurrence. La seule télé privée vient de fermer. Parce que c'est un petit marché, que ce n'est pas viable. Mais il ne faut jamais se réjouir de ne pas avoir de concurrence. Je crois que la concurrence nous rend meilleurs. Ça rend l'individu meilleur. En tant que journaliste, quand vous avez de la concurrence, vous essayez de performer. Imaginez que vous soyez le seul journaliste de télé en Haïti. Ça serait triste pour vous. Le challenge rend toujours l'homme meilleur. Alors, sur la Martinique et sur la Guadeloupe, mes collègues de Martinique et de Guadeloupe font face à un contexte beaucoup plus concurrentiel. Vous avez un regard sur le paysage médiatique en Haïti? J'ai regardé par le biais, je commence à le connaître, je regarde un peu la télé quand je suis dans ma chambre d'hôtel, et puis je m'intéresse aussi à la production, pas qu'aux télé haïtiennes, mais à la production qu'il y a sur ce territoire. Ce matin, j'ai échangé avec ma collègue de Guadeloupe. Elle va me transmettre un programme. Il semblerait qu'elle ait reçu une production haïtienne de dessins animés. C'est extraordinaire si on peut faire ça. Parce que si demain, nous arrivons, les trois télés, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et les autres peut-être, parce qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je crois que la connaissance, la culture, elle est universelle. Si un bon réalisateur de dessins animés haïtien, il peut naviguer sur toutes les antennes ultramarines et pourquoi pas nationales. L'intérêt pour ce producteur, c'est nous sommes dans un pays, un paysage audiovisuel relativement cadré. Chaque fois que vous êtes diffusé, vous recevez de l'argent. Que vous soyez producteur audiovisuel ou musicien, vous savez qu'il y a des organismes comme la SACEM, comme la SCAM, qui sont des organismes indépendants, qui sont chargés de défendre la création culturelle et qui, au-delà des diffusions, collectent de l'argent qu'ils reversent aux artistes. C'est fondamental. Ça peut être aussi la production audiovisuelle, l'ouverture d'Haïti, des producteurs haïtiens, des télévisions haïtiennes sur l'extérieur, peut être aussi génératrice de richesse. Par rapport à ce que vous avez regardé, vous avez des remarques, non? Alors, les paysages sont différents. La construction même, l'environnement, l'écosystème des médias est différent, mais il y a des choses que je vais prendre. Par exemple, vendredi, j'étais reçu par un animateur radio qui s'appelle, je crois, Sancho, comment il s'appelle? Il fait El Señor. El Señor. Compa. Ben, j'ai l'intention, la ferme intention, et j'ai pris la décision de prendre cette émission-là et de la mettre à l'antenne chez moi. Ça va faire partie d'un programme de Guyane la Première. Alors, je sais que Gamal est venu en Guyane. Il a pu visiter nos locaux. Il a rencontré de jeunes animateurs. Il a rencontré un jeune animateur qui s'appelle Bruno Jonel, dont les parents sont originaires d'Haïti. C'est un fils d'une femme et d'un homme haïtien. Donc, il a l'intention de reprendre une fois par semaine l'émission de ce jeune homme. Et puis, ses partenariats vont beaucoup plus loin. Autour de ce festival des 40 ans de la TNH, j'ai l'intention, je vais dire à Gamal, alors, c'est très normé en France. J'en ai déjà parlé ce matin. Nous essaierons de mettre un partenariat en place. J'ai l'intention, en amont de ces 40 ans, d'envoyer une équipe de Guyane la Première travailler à vos côtés, donc dans des actions de formation. Également, on en profitera pour faire des choses sur la vie haïtienne. J'ai discuté samedi soir avec une cuisinière haïtienne, une chef haïtienne. Par exemple, nous faisons beaucoup de modules sur la cuisine. Et vous savez pourquoi j'aime beaucoup Haïti?
parce que j'aime beaucoup la cuisine haïtienne. C'est un délice de manger du cabri boucané, du ricolé et des bananes pesées. Alors je connais ça, moi, je mange des piclis, bananes pesées. La cuisine, vous savez, les hommes se connaissent et se reconnaissent à travers la nourriture. La cuisine haïtienne est connue en Guyane. Les Guyanais mangent haïtien au quotidien. Piclis, bananes pesées et le reste. Voilà. Parfait, parfait. Et là maintenant, nous sommes une télévision à faible moyen. On parle de la TNH. Un partenariat avec des chaînes de pays à faible moyen, est-ce que ça peut se révéler fructueux pour les deux parties? Ça va l'être parce qu'en faisant ce partenariat avec nous, je vous ai dit qu'on allait déposer un dossier de financement européen. Si nous obtenons ces crédits européens, ça va nécessairement déclencher l'obtention de crédits pour la TNH. Estimé à combien? Ça, alors, on a demandé en gros, je vais être honnête avec vous, en gros, l'enveloppe que nous demandons, hors moyens de production, nous allons demander à l'Europe, en gros, 700 000 euros pour Guyane la première, et puis le reste des actions seront à évoluer pour la TNH. Je crois qu'il y a de beaux programmes. 700 000 euros pour Guyane la première? Pour l'ensemble de la coopération. Et avec alors, c'est très complexe, les fonds européens. Il y aura aussi des fonds annexes à travers le FED et les FEDER qui vont être déclenchés pour la télévision haïtienne. Alors, nous sommes allés dans ce premier projet de manière extrêmement prudente. Moi, ce que je veux, vous savez, je ne suis pas de première jeunesse. Donc, comme je dis très souvent à mes collaborateurs, que ma date de préemption approche. Mais j'ai la volonté de creuser un sillon. J'ai la volonté de transmettre mon expérience. Je ne sais pas si Gamal vous a parlé de ce système de radio numérique que j'ai monté en Guyane pour pouvoir atteindre les populations éloignées, pour pouvoir faire vivre les langues régionales. Donc la technologie le permet et dans un second temps, si nous présentons un autre plan de coopération régionale que l'on va prendre plus de temps à préparer, rien n'empêchera la télévision nationale haïtienne, à travers ses fonds européens, à travers le partenariat qu'elle a avec l'Europe, de demander aussi des crédits, des fonds, pour pouvoir faire l'acquisition d'équipements modernes. Tout est ouvert. Alors après... Donc vous avez donné ces fonds à la TNH ou c'est vous qui allez acheter ces équipements pour la TNH? Non, chacun est responsable. Nous portons le projet comme on l'a monté, par exemple, comment dirais-je, mais quand bien même, c'est les fonds européens qui financent. Vous savez que les fonds européens, il y a des règles de marché. C'est extrêmement cadré. Moi, en tant que directeur, j'ai signé il y a un mois une sorte d'acte de responsabilité. En Europe, en France, on ne plaisante pas avec l'argent public. L'argent privé, vous pouvez en faire ce que vous voulez. L'argent public, si vous l'utilisez mal, vous allez en prison. C'est extrêmement sévère. Donc, il y a un contrôle. Toute acquisition de gros matériel est soumise à ce qu'on appelle des marchés européens. Un exemple très simple, nous sommes représentés par des avocats, moi. Je n'ai pas le droit, en tant que directeur régional, si j'ai un souci demain. J'ai eu, il y a de cela 2 mois, 2 plaintes d'auditeurs qui se plaignaient de la rédaction. Parce qu'une dame, une principale de collège, considérait qu'un invité, pas moi, un invité d'une émission radiophonique, invité par la rédaction radio, avait tenu des propos diffamatoires. Elle a porté plainte et elle demande 20 000 euros de dommages et intérêts à l'individu qui a tenu des propos qui lui déplaisent et 10 000 euros à mon encontre alors que je n'avais pas parlé, mais ma responsabilité est engagée. Alors, Dieu merci, ma journaliste est extrêmement professionnelle parce qu'à la fin de l'intervention de ce monsieur, elle lui a rappelé, c'était enregistré, que ses propos n'engageaient que lui. Le simple fait, et vous le connaissez, vous êtes journaliste, d'avoir fait cette citation-là, me dégage de toute responsabilité. Parfait, parfait. Là maintenant, le festival Amazon Caraïbes. C'est du 14 au 18 octobre 2018. Comment ça va se passer? Ça se passe sur 4 jours, au sein comment dirais-je, d'un lieu historique, qu'est l'ancien camp de la transportation. Vous savez que la Guyane était une terre de bagne. Ça va se passer à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors j'ai cru comprendre, mais je ne vais rien dévoiler, que ça pourrait, peut-être que demain la TNH pourrait être initiatrice de ce type de festival. Vous avez plein de lieux d'histoire en Haïti. C'est un pays d'histoire, Haïti. Donc peut-être que les bonnes idées appartiennent à tout le monde. Ça peut être aussi, ces festivals de films peuvent être parfois de vraies locomotives économiques. Donc
c'est du 14 au 18 octobre, et puis il y a un aspect très important. Ce festival sera ce qu'on appelle, on peut l'organiser hors les murs. Les participants ou les collectivités qui nous ont donné de l'argent, qui vont contribuer, qui nous donnent des subventions, et moi je suis partant, insiste pour que le milieu scolaire soit associé. C'est important dans nos pays, en Haïti comme en Guyane. Moi je n'ai pas de leçon à donner aux gens, mais je crois que la bonne démarche, c'est de penser à demain, c'est d'associer la jeunesse. Donc on aura des formations et des projections, des ateliers à destination des jeunes. Alors, ce festival permet de détecter des talents. J'ai un animateur radio du fleuve à Maripasoula, parce que vous savez que la Guyane, c'est un grand territoire, c'est 90 000 km², difficilement pénétrable. Il y a des communes où on ne peut aller qu'en avion ou en canot, parce qu'il n'y a pas de route, parce que ce n'est pas un territoire. La Guyane, ce n'est pas Haïti, vous êtes pratiquement 12 millions. La Guyane, c'est 300 000 habitants. Ce n'est pas densément peuplé. Donc, très souvent, comme il y a peu de gens, on ne fait pas beaucoup de routes. Et puis, la Guyane étant située dans l'Amazone, il y a beaucoup de protection de l'environnement, il y a beaucoup de réglementation. Donc, on essaiera à travers ce festival-là, malgré tout, de toucher l'ensemble des populations de ce pays. C'est une initiative de Guyane la Première. C'est une initiative de Guyane la Première, mais fortement impulsée par notre patron, M. Wallace Cotra, le patron de l'Outre-mer, qui lui-même a été le créateur du Festival international du film océanien. Ça a démarré petit, coussi-coussa comme on dit, et depuis quelques années, ce festival est devenu énorme. L'ensemble des télés de l'Océanie, c'est-à-dire Nouvelle-Guinée, Papouasie, les Samoa, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, des producteurs de Nouvelle-Zélande, tous les pays du Pacifique. Et le Pacifique, j'ai vécu 6 ans. C'est un océan immense, le Pacifique. Maintenant, c'est devenu un marché. Les gens de pays différents se rencontrent, échangent des programmes, achètent. Donc c'est devenu un vrai marché. Et quand je vous ai parlé, j'ai cru constater que depuis 2 jours, qu'il y a une forte production de films, de dessins animés en Haïti. Ces films-là mériteraient de sortir. Alors je n'ai pas dit, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont projetés aux États-Unis ou ailleurs, mais si on peut aider, alors ça nous rend service aussi, moi. Je veux dire que demain, programmer des programmes haïtiens sur mon antenne, ça m'amène le public haïtien ou d'origine haïtienne vivant sur place. On a diffusé, je crois que vous l'avez repris, un documentaire qu'on a fait sur les tap-tap. Il a eu énormément de succès parce qu'on a créé sur nos antennes une case documentaire et je m'efforce de dire que ce qui m'intéresse en termes de positionnement éditorial, c'est de parler de chez moi, donc des 2 fleuves qui sont nos frontières, le Maroni à le Yapok, mais pas que. Toute expérience venant de pays proches, de pays voisins, pouvant enrichir notre culture, il faut y aller. Un exemple, j'ai récupéré un film sur Trinidad. Pourquoi? Vous savez quel est l'intérêt? C'est que dans les résumés, j'ai vu qu'on parlait de choses qui relèvent de l'imaginaire. On parlait des mamans d'îlots. Vous savez c'est quoi une maman d'îlot? Chez nous, on a des histoires de sirènes, les sirènes. Donc, quand j'étais jeune, on disait que dans la commune de Saint-Laurent, il y avait une sirène près de la Roche-Bleue. C'est des histoires populaires. C'est comme les histoires de Baclou. Le Baclou, c'est l'incube, c'est le Dorlis. Donc, ce sont des gens qui nous intéressent parce que ces choses-là sont communes à nos histoires. Hier, j'étais au lac Bleu. Je suis allé visiter le lac Bleu. J'ai fait les 3 lacs. Et j'ai échangé avec un guide haïtien. Alors, je lui parlais en créole. Et parfois, pour discuter avec lui, je prenais des expressions de chez moi en créole. Il a fini par me dire, Bani, mais où c'est haïtien ou? Parce qu'en fait, les hommes se ressemblent sur Terre. On partage le même vécu, on a nos tristesses, nos joies, et je pense que nous avons une communauté d'esprit beaucoup plus forte qu'on ne le pense. Haïti a une place dans votre grille de programme? Haïti a une place dans notre grille de programme, mais c'est ce que j'essaie de faire en venant vers vous. Et j'associe, puis avant de venir ici, le contact avec la TNH, je l'ai construit à travers les échanges que j'ai eus avec, comment dirais-je, la consul d'Haïti là-bas. Il y a une radio haïtienne qu'on appelle Radio Mosaïque. J'ai de très bons, comment dirais-je, échanges avec les... Alors, je ne les vois pas souvent, mais on s'est rencontrés. J'ai tenu à les inviter. J'ai tenu à ceux qui viennent chez moi. C'est vrai que c'est une concurrence qui n'est pas énorme, mais dans l'idéal, au-delà de ce qu'ils font. Ça serait bien demain qu'on ait une Guyane première qui représente l'ensemble des composantes du territoire. C'est ça mon but. C'est que tout le monde y soit,
Parce que déjà à présent, chez moi, travaillent beaucoup de gens, de filles et de fils de Haïtiens. En substance, qu'est-ce qu'il faut retenir de votre séjour en Haïti? En substance, moi, c'est le bonheur que j'ai d'être ici. Je reviendrai chaque fois avec plaisir. Je suis venu, j'ai un vrai projet. Chaque voyage me conforte dans ma réflexion. J'ai déjà appelé Paris. J'ai appelé le chargé d'études et des prospectives. Parce qu'on a des gens chez nous qui sont payés pour analyser les sondages, les études, les mesures d'audience. Donc, j'en ai parlé. Je réfléchis à formaliser. Alors, je vous expliquais tout à l'heure que nous sommes une maison d'État, que l'échange que j'aurai avec les TNH, il faut que je le formalise de manière, comment dirais-je, très professionnelle, parce que toute action que je mène comment dirais-je, est visée et vérifiée par les contrôleurs d'État. Il faut que vous sachiez qu'au sein de France Télévisions, au siège, près du pont Garigliano, il y a des contrôleurs de l'État qui sont présents et qui considèrent que si les normes de recrutement, les normes de marché ne sont pas présentes, ils ont le droit de vous arrêter. La présidente de France Télévisions a embauché, il y a de cela 2 mois, une responsable de com qui venait du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle a dû annuler son embauche parce que les garants du contrôle de l'égalité ont considéré que les conditions de son embauche n'étaient pas comment dirais-je, n'étaient pas là, quoi. N'étaient pas satisfaisantes. Donc il y a du contrôle. Alors, on peut toujours, il y a toujours des choses, bon, il y a une forme de tolérance, il y a de la souplesse. Il ne faut pas faire croire non plus que nous sommes dans une dictature et que les gens n'ont pas de moyens d'expression. Mais c'est quand même un système normé. Je vous ai dit tout à l'heure que si je veux prendre un avocat, je ne peux pas décider, moi, localement, de prendre un avocat. Je dois appeler Paris, et c'est le cabinet qui a été retenu suite à l'appel d'offres européen, parce que ce n'est pas au niveau français. C'est un appel d'offres européen. C'est le cabinet retenu qui dit quel avocat, en Guyane, peut venir me rencontrer pour répondre à ma demande. Et là, vous avez rencontré le secrétaire d'État à la communication. Oui, je l'ai rencontré. Et comment ça s'est passé? Ça s'est très très bien passé. Qu'est-ce qui a été au centre des discussions? Tous ceux dont on a parlé aujourd'hui, ce qui est porté par Gamal, ceux qui ont, comment dirais-je, ceux que nous essayons de mettre en place. Et je crois que le gros départ de cette coopération va démarrer sous peu, puisque votre directeur technique doit se rendre en Guyane. Donc on va échanger. Il vient pour qu'on fasse des essais en amont de cette manifestation de vos 40 ans. Il en profitera aussi pour voir notre dispositif technique, parce que vous savez qu'en Guyane, nous avons un système de radio filmé. C'est-à-dire que lorsque nous faisons la radio, pendant que l'émission de radio, il y a des caméras automatiques qui filment et qui détectent, qui se positionnent à la voix. Donc, c'est un système beaucoup plus économique, mais qui peut permettre de faire autre chose. On peut de temps en temps faire des émissions en radio filmée et les basculer sur la télé. Radio-TV. Radio-TV. Les deux choses. Les frontières disparaissent de plus en plus. C'est très économique, hein? Pas que. Moi, je fais pas mal de choses avec des iPhones. J'ai une télé du matin qu'on appelle la Guyane Belle Bonjour, qui est essentiellement tournée avec des iPhones. iPhone. Rien que ça. Rien que ça. Et vous, la qualité? La qualité, j'ai fait lors de la présence de... Excellent. J'ai fait lors de la présence de Gamal. J'avais invité un grand journaliste français que vous devez connaître, Edoui Plenel. Ça vous dit quelque chose, le patron de Mediapart? J'ai voulu, on a fait la chose la plus importante que j'ai pu faire avec M. Plenel en Guyane. C'est son face-à-face avec des jeunes. On a fait une émission avec les jeunes, en live Facebook, totalement filmée avec des iPhones, et la réalisation s'est faite sur un iPad à travers un logiciel qu'on appelle Switcher. On ne fait pas que ça. Je crois qu'il n'y a pas d'antagonisme. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre la télé au numérique. Je pense que ces deux médias peuvent être complémentaires. Alors, prochaines étapes, je continue. Festival 40 ans, Festival Amazon Caraïbes, oui, autre chose? C'est déjà beaucoup, ça. Et puis mettre en place et développer cette fameuse coopération. C'est pas simple. J'ai la passion. Tout le monde n'a pas la même passion que moi. J'arrive au boulot tous les matins à 4 heures. 4 heures du matin? 4 heures du matin. Vous laissez à quelle heure? Je quitte à peu près 18h, 19h, et je ne connais rien. Je suis revenu en Guyane, qui est mon pays, que j'avais quitté depuis 20 ans. Hormis le travail et ma maison, je ne suis pas quelqu'un de mondain. Je fais très peu de choses en dehors de ça. 4 heures du matin, 19h. Voilà, j'ai des langues, mais je suis un fils de Chinois. Et votre famille dans tout ça? Je vis seul, j'ai fait un choix. Quand vous êtes dans un engagement pareil, alors mes enfants sont grands. J'ai un fils qui vit à Toronto, qui a d'abord étudié à Montréal. J'ai un fils qui vit aussi à Hong Kong. J'ai un dernier fils qui a 12 ans, qui vit en métropole, que je vais voir bientôt. Alors, c'est pas simple. Quand on a un engagement professionnel, il faut trouver les bons équilibres. Et c'est pareil quand on est en politique. Il
faut trouver la bonne épouse et la bonne compagne qui accepte, parce qu'on donne de sa personne, on donne de soi. Je suppose que vous m'avez dit tout à l'heure que vous faites ça depuis 15 ans, toutes les semaines, du lundi au vendredi. Ça demande un engagement particulier de votre part. Et que votre travail, ce n'est pas simplement le temps, l'heure que vous passez ici. Il y a une préparation, il y a de la recherche d'invités, il y a une partie de boulot que vous faites que personne ne voit. Parfait. Là, on a fait l'émission totalement en français. J'aurais voulu parler en créole, parce que je ne peux pas parler créole. Vous parlez créole? Je ne peux pas parler en pile créole, mais moi, j'ai une difficulté. Moi, si je ne peux pas parler créole, et puis ça, moi, les haïtiens vont comprendre moins, ça va être difficile. Parfois, mais pas tout le temps, je ne peux pas parler créole. Alors, nous ne pouvons pas parler créole, je ne peux pas parler créole tous les jours. Et puis, en l'antenne là, en Guyane, nous avons passé du français au créole de manière automatique. Okay. C'est par pudeur, moi, pas parler créole. Je dis, c'est pas qui moi invente parler créole, c'est par pudeur, moi, ici, je ne parler. Et puis, pièce haïtienne, par reprendre moi, c'est pas la peine de venir ici, c'est de la pudeur, mais je ne peux parler créole, moi, c'est natif natal. Et vous comprenez tout ça, se dit là. Ah, moi, espérer. Moi, je vous remercie parce que tu es avec moi matin. Voilà, donc, moi, je dis merci aussi, moi, je suis content, moi, là, et puis, moi, quand j'arrive en Haïti, autant qu'il m'en paie, et puis, moi, quand il est en août, pas dans toute la durée, parce que moi, quand je vois ces jeunes-là et des autres, mettre les choses en place, et puis moi, il y a quelques contraintes, mais moi, quand je vis en Haïti, puis moi, quand je vis en Haïti, et puis peut-être le moi, il prend retraite, moi. Vous serez en Haïti en août prochain? Je reste seulement en Haïti. Moi, je vais connaître le Nord, moi, dans le sud-ouest. Il faut que moi, au nord. Alors, moi, t'es Jacques Mélière, quelle ville magnifique. C'est extraordinaire, Jacques Mel. Papier, mâché, mâché des tableaux. La peinture haïtienne m'a toujours marqué, moi. Et je disais hier à quelqu'un, il existe une peinture naïve au Brésil, à Salvador da Bahia, que cette ville qui ressemble à Haïti, mais elle est différente de votre peinture. Parce que la peinture naïve brésilienne n'a pas ni perspective. Il n'a pas ni perspective. Mais ça, c'est un pays de culture. Jacques Mel, de belles maisons. Et c'est là où il a regardé Jacques Mel là, où il a dit, mais cette ville-là, ville-là, d'être ni monté ni l'argent à l'époque de la colonie. Mais bon, on a passé tout l'homme qui ensemble sur Terre. Hein. Que nous noirs, que nous blancs, hein, nous descendons du même origine là. Parfait. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de Guyane, la première, Jacques-Claude Tinoyer. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir reçu. Tout le plaisir nous revient. Voilà. Voilà, notre invité ce matin, Jacques-Claude Tinoyer, directeur régional de Guyane, la première. Merci à vous qui étiez avec nous. Bonne journée, bonne semaine. À vous tous et à vous toutes. À bientôt. Merci.